Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est l'heure de On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par Meg, Lisa et Sasa. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons 3 sujets différents, mais je pense tout aussi intéressants les uns que les autres. Lisa, de quoi vas-tu parler ? Je vais vous parler des habitudes alimentaires des Taïwanais. Ok. Et toi, Meg ? alors moi je vais vous parler d'un animateur de podcast pas comme les autres parce qu'il a vraiment quitté un travail en or, comme on peut imaginer pour beaucoup de Taïwanais, pour faire du podcast. Ça veut dire financièrement ça peut marcher en fait. C'est assez rare quand même, je suis intéressée de savoir comment il fait. Et moi, de mon côté, je vais vous emmener faire les poubelles du côté de Yunlin. D'accord. Non, je plaisante qu'à moitié. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de déchets dans le comté de Yunlin. Peut-être qu'on va commencer par la nourriture pour enchaîner avec les déchets, parce que ça va un peu ensemble, quoi. C'est vrai, tout à fait. C'est sûr, on va pas commencer par les déchets en fait. Alors, je voulais vous parler de la consommation du riz à Taïwan et de l'évolution des habitudes alimentaires à Taïwan. Puisque les Taïwanais consomment désormais en moyenne, peut-être vous pouvez deviner, combien de kilos de riz par an, par personne, à votre avis ? Je peux pas dominer parce que je sais. Ah oui, moi aussi, c'est pareil. Bon. Mais je crois que c'est en déclin. On est toutes trop informées. Alors, c'est 43 kilos de riz par an et par personne en moyenne, soit moins de la moitié qu'il y a 30 ans. On était à 96 kilos à l'époque. Et en 2023, on était même passé à 42,07 kilos, soit donc 2 kilos de moins qu'en 2013. Donc c'est une baisse assez significative. Pas tellement sur les 10 ans, sur les 10 dernières années, mais sur les 30 ans. En fait, j'avais vu cette info passer, mais je me demandais justement par quoi ils avaient remplacé le riz. Alors, un rapport du département des statistiques du ministère de l'Agriculture qui a été publié l'année dernière montrait que la consommation de produits dérivés du riz, et en particulier le riz lui-même, avait considérablement décliné, alors que la consommation des produits dérivés du blé, au contraire, était en hausse et est passée d'une moyenne de 36,47 kg par personne par an en 2013 à 38,79 kg en 2021. Donc, en revanche, il y a eu une baisse ensuite pour redescendre à 36,21 kg par personne par an, peut-être par souci des consommateurs de réduire les féculents, parce qu'il y a à Taïwan de plus en plus de gens en surpoids et beaucoup de gens surveillent la quantité de féculents qu'ils consomment. Donc ça n'a pas été compensé, entre guillemets, par une énorme augmentation. Ça a été compensé, pour les produits dérivés de blé. D'accord. Donc les gens consomment plus de pain, par exemple. On n'a qu'à voir les boulangeries à Taïwan. Il y a énormément de boulangeries, tout le temps des nouvelles boulangeries qui apparaissent. En revanche, la consommation de viande rouge et de volaille a connu une forte hausse au cours des 10 dernières années. Et le rapport estime que c'est là le résultat de l'adoption d'un régime alimentaire qui est plus proche des habitudes alimentaires occidentales, mais aussi d'une hausse de la demande en protéines de la part d'une population qui fait de plus en plus attention à sa santé et qui fait du sport aussi. Et en 2023, les Taïwanais ont consommé en moyenne 87,19 kg de viande par personne et par an, soit plus de 15 kg de plus qu'en 2013. Waouh. Donc ça, je pense que c'est le changement le plus impressionnant au cours des 10 dernières années, en fait. Je crois qu'il suffit d'aller dans les magasins de proximité, genre 7-Eleven, pour voir les variétés de blanc de poulet proposées avec différents assaisonnements sur le rayon. Ça m'a vraiment étonnée. Tout à fait. Et alors que les Taïwanais consommaient en moyenne seulement 71,65 kg de viande en 2013. Donc 71,87 kg. C'est vraiment une hausse spectaculaire. Par contre, la consommation des fruits et légumes reste assez stable. Et ces changements inquiètent un petit peu les autorités taïwanaises pour des questions de sécurité alimentaire et d'autosuffisance, parce que Taïwan produit beaucoup de riz et peut prétendre à assurer une certaine autonomie, alors que pour le blé, c'est plus compliqué. Comme tu disais, Sarah, on
C'est importé. Oui, voilà, tout le blé presque tout le blé est importé. Il n'y a pas de culture de blé à Taïwan. Voilà. Et il faut savoir qu'en 2023, le taux d'autosuffisance alimentaire de Taïwan est tombé à 30,3%, le taux le plus bas en 18 ans, selon le ministère de l'Agriculture. Et ce taux représente en fait, la proportion de calories qui est consommée à Taïwan et qui est issue de produits alimentaires produits sur place. Ce taux était de 30,3% en 2023. Ou encore de 33% en 2013. Et le ministère de l'Agriculture avait alors expliqué que cette baisse était due à une baisse de la production de riz, qui reste quand même la source de calories la plus importante pour les Taïwanais. Et il y avait eu en fait une baisse de production en 2023 en raison de la sécheresse. Il y avait eu un gros épisode de sécheresse, donc les rizières n'avaient pas pu être inondées. Donc on avait beaucoup parlé notamment du niveau de l'eau dans les barrages. Enfin, c'était vraiment un gros épisode de sécheresse cette année-là. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que 25,5% des céréales produites à Taïwan sont consommées sur place, tandis que le reste est exporté. Et pour la viande, c'est 70,8% de la consommation qui est issue d'un élevage taïwanais, parce que les Taïwanais consomment majoritairement du porc. Et il y a beaucoup d'élevage de porc à Taïwan. Alors que pour les vaches, c'est beaucoup moins. Donc, parmi les choses qui font qu'il n'y a pas vraiment d'autonomie alimentaire, j'imagine que c'est surtout les produits à base de blé, parce que les légumes et les fruits, Taïwan en produit quand même pas mal. Oui, pour les fruits produits à Taïwan, ça représente 83,7% de la consommation de fruits des Taïwanais en 2023. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est un taux similaire pour les légumes, c'est 91,9% pour les données de 2023. Oui. Et bref, tout ça pour dire que l'autosuffisance, même partielle, c'est un enjeu important pour tous les pays, bien sûr, mais en particulier pour Taïwan, qui est un État insulaire. Et d'autant plus qu'on sait qu'il y a quand même des risques de blocus de la part de la Chine, même si ce n'est pas un risque qu'on sent tous les jours, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être vraiment écarté, ça existe. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, l'autosuffisance, dans les conflits, ça joue toujours un rôle primordial dans la capacité d'un pays de résister ou pas. Donc c'est une vraie question. Et le Premier ministre Zhou Rongtai est même allé jusqu'à appeler les Taïwanais à manger plus de riz, en se félicitant du fait que le gouvernement avait fait des efforts pour faciliter l'achat de riz aux agriculteurs et pour améliorer les rendements. Et le chef du gouvernement a aussi indiqué qu'en 2023, l'agriculture comptait pour seulement 1,5% de la richesse créée au niveau national à Taïwan. Mais c'est un secteur qui reste quand même essentiel pour le pays. Et donc Taïwan doit continuer, selon lui, à chercher à continuer plus de nourriture, que ce soit du riz ou d'autres produits agricoles. En fait, c'est un sujet qui existe à Taïwan depuis au moins 10 ans déjà. Le gouvernement est conscient que les Taïwanais consomment de moins en moins de produits à base de riz. Et c'est pour ça que les différentes politiques ont été lancées depuis, par exemple, il encourage les producteurs à cultiver moins le riz, à aider les producteurs à produire de meilleures qualités de riz, à l'exportation, à faire des produits dérivés comme le riz soufflé ou autre chose et faire du pain avec du riz, la farine du riz. Il y a toute une sorte. Je savais pas que c'était possible ça. Tous les efforts sont déployés en fait pour essayer de rendre le riz plus attirant auprès des consommateurs taïwanais. Mais les chiffres de cette semaine qui sortent prouvent plutôt que quels que soient les efforts du secteur public, c'est pas le produit que les Taïwanais vont consommer en priorité en fait en matière de féculents. En tout cas, si tu tombes un jour sur du pain fait avec de la farine de riz, je veux bien que tu en rapportes au bureau pour pouvoir goûter. Pas de souci, c'est essentiellement produit à Hualien et à Taidong, des grandes régions producteurs du riz en fait. Et tu as déjà goûté ? Oui. Ça ressemble beaucoup au pain avec le blé ou pas ? Ça ressemble pas trop, mais ça reste bon en fait. Il faut pas imaginer que c'est du pain avec du blé. D'accord. Okay. C'est plutôt du pain souple ou du... Souple, voilà. C'est pas du pain très dur en fait. D'accord. Et les Taïwanais consomment beaucoup de nouilles aussi. On en a pas parlé, mais souvent quand on demande allez, on va manger... On mange des nouilles ou du riz, quoi. C'est vraiment la question. Ça reste les plats de base dans les stands de marché de nuit ou autre chose. Et ça reste
une alimentation beaucoup moins chère pour les Taïwanais si les personnes sont obligées de consommer 3 repas par jour à l'extérieur, en fait, parce qu'un bol de riz, ça reste moins cher qu'une boîte de biendang, par exemple. Sauf si on prend des nouilles avec du bœuf, par exemple. Voilà, donc c'est aussi une question de prix plus acceptable, en fait, pour les consommateurs. Ok, bah merci. Alors, où ça va après tout ça? Bah oui. Tout ce qui n'est pas mangé. Il n'y a pas que les déchets de nourriture, hein. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus encombrants. Mais pourquoi je vais vous parler de déchets aujourd'hui? C'est parce que je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris dans un article de l'agence de presse taïwanaise CNA et dans une vidéo de Taïwan Plus. Et puis aussi mes réflexions à ce sujet. Donc tout cela parle des problématiques de déchets dans le comté de Yunlin. Donc Yunlin, c'est un comté assez rural qui se trouve au centre de Taïwan sur la côte ouest. Et il y a à peu près 600 000 habitants dans ce comté. Ça doit être le plus grand région agricole de Taïwan en fait. Et donc, dans ce comté, le gouvernement local a décidé d'essayer de réduire au maximum les déchets. Et les autorités ont annoncé lundi dernier que le volume de déchets du comté avait pu être réduit de 7% en mettant en place une politique en fait plutôt atypique, c'est-à-dire en regardant dans les sacs poubelles. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils vont essayer de trouver, je sais pas, fouiller dans les poubelles pour trouver à qui appartiennent les poubelles abandonnées ou, enfin bon, bref. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de vérifier le contenu des poubelles pour voir s'il n'y aurait pas des boîtes repas à emporter ou des gobelets ou encore des restes de nourriture. Parce qu'en fait, à Taïwan, idéalement, les restes de nourriture sont recueillis à part pour tout ce qui est compost. Et les boîtes repas et les gobelets, normalement, comme c'est recyclable, ça doit être trié à part, donc dans une poubelle spéciale. Et dans cet article, on apprend que Zhang Qiawei, le directeur du bureau de l'environnement de Yunlin, a déclaré que le nombre des déchets dans ce comté avait vraiment augmenté pendant la période du Covid-19 pour atteindre environ 400 tonnes par jour. Donc, par personne par jour à Yunlin, ça fait à peu près 670 grammes de déchets qui sont produits actuellement. C'est lié à beaucoup de choses à emporter pendant le Covid, c'est ça? Voilà, tout à fait. En fait, j'avais fait aussi un reportage, un décryptage sur l'incinérateur de Neihu à Taipei. Et les personnes que j'avais interviewées avaient dit la même chose, c'est depuis le Covid. En fait, comme il y a eu une période de fermeture des restaurants où les gens n'avaient pas envie non plus d'aller manger dehors, il y a vraiment eu la mode des plats à emporter, qui est resté après le Covid aussi. Et cela s'est conjugué aussi en même temps avec le développement des plateformes de livraison, en fait, comme Uber Eats ou Panda, Food Panda, en fait. Tout à fait. Tout cela s'est jumelé ensemble. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup plus de livreurs dans la rue qu'avant la période du Covid. En fait, c'est des habitudes qui ont été prises pendant le Covid et qui n'ont pas vraiment cessé. Donc, juste pour comparer, par exemple, à Yunlin, c'est 670 grammes de déchets produits par jour par personne. À Taipei, c'est 900 grammes, donc près de 1 kg. Et à Paris, c'est à peu près 500 grammes. Mais bon, ça dépend... Par jour? Par jour, par personne. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc, à Yunlin, depuis mars dernier, les éboueurs en fait, se sont vus attribuer une nouvelle fonction, qui est une espèce de fonction d'inspection. Quand ils récupèrent les poubelles, parce qu'à Taïwan, la collecte se fait au bord de la route à certaines heures selon les quartiers. Ils doivent regarder s'il n'y a pas à l'intérieur des poubelles des emballages ou des gobelets. Ou du coup, c'est vraiment une vérification par des humains? Tout à fait. Qui vérifient le contenu des déchets? Tout à fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore systématique. C'est-à-dire, ils font des... Par exemple, ils se disent, bon, tel jour à telle heure, on le fait ici, le lendemain, on fait des échantillons, voilà. Échantillonnage. Voilà, parce que sinon, ça demanderait vraiment beaucoup de temps. Mais comme les gens sont peut-être confrontés à ça une fois, ils se disent, je veux pas que ça se repasse la prochaine fois, parce que s'ils découvrent qu'il y a ça dans les poubelles, ils prennent pas la poubelle. D'accord. Donc, il faut repasser.
Et donc, ce sont au total 100 000 sacs poubelles qui ont été ouverts depuis le mois de mars et 20 000 contenaient des emballages ou des restes de nourriture. Et en plus, une soixantaine de camions poubelles se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils n'avaient pas trié les déchets. Et donc, cette personne du comté de Yunlin n'a pas vraiment précisé ce que sont devenus ces camions. Mais à Taïwan, il existe aussi des endroits où certaines personnes font un travail manuel de tri des déchets. Donc, peut-être ils ont été emmenés là-bas. Et en fait, le comté de Yunlin a construit un incinérateur en 2005, mais c'était assez controversé, donc il n'a pas été mis en place. Et actuellement, donc, le gouvernement local envoie les déchets de la population vers un incinérateur dans un autre comté. Et il y a aussi 6 décharges dans le comté de Yunlin que les autorités espèrent un jour vider pour pouvoir en faire autre chose. Donc en fait, ces dernières années, le gouvernement local souhaite adopter une politique de zéro déchet. Et pour cela, ils ont également commencé à produire des produits à base de déchets. C'est-à-dire, donc ça c'était dans la vidéo de Taiwan Plus, c'est-à-dire que les déchets sont envoyés dans un incinérateur dans un autre comté et ils reviennent sous forme de cendres à Yunlin. Et avec ces cendres, en fait, le comté les transforme en petits bibelots ou en pots de fleurs, ou ça ressemble un petit peu à un matériau plastique en fait. Et ça peut aussi rentrer dans le processus de fabrication du ciment pour la construction. Donc plus de 300 000 tonnes de cendres provenant de ces incinérateurs ont été réutilisées depuis 2016. Alors en fait tout ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'ai l'impression qu'il y a une contradiction entre le concept de zéro déchet que Yunlin souhaite promouvoir, et cette approche en fait qui ne prend pas le problème à la racine. C'est-à-dire que si on veut aller vers le zéro déchet, il faut réduire les déchets, alors que là, parfois quand on trie les déchets, ça peut nous donner bonne conscience. Voilà, on se dit, bon, je bois une boisson importée, tous les jours je prends des bientang, c'est-à-dire des plateaux repas, enfin des boîtes repas, mais je trie mes boîtes repas, donc c'est bon. Alors qu'en fait, tout ce qui est gobelet pour mettre les boissons, notamment les boissons chaudes ou les repas, c'est pas si facile que ça à recycler. Non, déjà parce que c'est sali par la nourriture. En plus, c'est surtout, il y a un film plastique à l'intérieur en fait. Oui, tout à fait, qu'il faut en plus séparer du papier. Donc c'est quasiment un non recyclable en fait. Voilà, donc ça m'a vraiment fait pas mal réfléchir, c'est-à-dire pourquoi ils font mettre tellement la pression aux gens pour mettre ça à part, alors qu'en fait, c'est pas facilement recyclable. Oui, c'est d'ailleurs, je pense qu'il y a des politiques qui sont contradictoires à Taïwan aussi, selon les comtés. Par exemple, à Taipei, je sais que dans les établissements scolaires, l'école dit directement aux enfants de mettre ce genre de boîte de repas avec des films à l'intérieur directement comme poubelle, en fait, parce que c'est pas recyclable. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas une politique très claire et précise sur les différents types de récipients, en fait, qui sont recyclables ou non, en fait. Mais déjà. Même à la radio... c'est pas recyclé. C'est pas recyclé, en fait. Mais même à Taipei, Taipei, quoi. Non, il n'y a pas que les boîtes recyclées, hein, Non, en fait, la raison donnée, entre guillemets, c'est que y a des problèmes de rats. Et du coup, et étant donné que le recyclage ne passe pas au quotidien, ils préfèrent que tout parte à la poubelle et rejeté, en fait. Et d'autant plus que les boîtes de repas ne sont pas à recycler. C'est surtout ça en fait. Ce qu'on a comme problème, c'est surtout les boîtes de repas et les gobelets de boissons à emporter. Et les déchets organiques aussi ne sont pas recyclés. Mais bon, comme tu dis, si la poubelle ne passe pas tous les jours, c'est pour éviter le rat en fait. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand même dans le monde entier qu'en termes de volume, c'est pas les déchets ménagers qui produit le plus de déchets, mais c'est les déchets de la construction. Et si on veut vraiment réduire les déchets, déjà il faut commencer effectivement par réduire. Donc c'est la politique des 3 R, donc réduire. Si on ne peut pas réduire, puis d'ailleurs réduire, c'est pas que à la charge du consommateur. Normalement, les entreprises et les États devraient encourager à ce qu'il y ait moins d'emballage. Mais ensuite, c'est réutiliser si on ne peut pas. Et
normalement, recycler, c'est seulement en dernier recours. Mais justement, dans le secteur de la construction, je crois qu'il y a des politiques de recyclage des matériaux qui ont été mises en place, notamment en Europe, peut-être. De réutilisation, tu veux dire ? De réutilisation des matériaux qui sont réutilisés. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut ce dont on a besoin sur un chantier, c'est très spécifique. Donc, on ne va pas forcément le trouver vraiment ailleurs. Et ça demande aussi des grands espaces de stockage. Et à propos d'espace de stockage, j'aimerais bien vous parler quand même en 1 minute d'un super endroit qui est le village de Kamikatsu au Japon. C'est un village qui s'est lancé le défi de vraiment faire 0 déchet. Et ils sont sur la bonne voie. En fait, donc, c'est déjà un peu plus facile parce que c'est un village donc en zone rurale. Au niveau de la réduction des déchets, c'est assez facile en consommant local. On n'a pas forcément beaucoup d'emballage. Mais pour le 2e R, c'est-à-dire réutiliser, ils ont un grand hangar dans lequel chacun met tout ce qu'il n'a pas besoin, c'est-à-dire par exemple un fauteuil, des morceaux de bois, des trucs comme ça. Et chacun peut venir pour le réutiliser. D'accord. Et ça crée aussi du lien social. En fait, les gens se voient plus. Et à côté de ce hangar, il y a plein de poubelles. Mais c'est pas comme à Taipei ou à Paris où il y a 3-4 poubelles de couleurs différentes. Là, c'est vraiment plein de poubelles parce que c'est tout ce qui peut vraiment pas être réutilisé, c'est trié de manière très précise. Et en fait, ils ont vraiment étudié la chose et pour chaque matériau, il y a une entreprise spécifique qui a besoin de ce matériau qui vient le récupérer pour le réutiliser. Donc c'est vraiment assez incroyable. Et voilà, c'est un modèle en fait, on dirait. Ah oui, Kamikatsu, c'est super. Ouais. Après, c'est vrai que pour mettre ça en place dans une ville, je pense que c'est très difficile. Ouais, c'est quasiment ça peut être fait à une moindre échelle. Ouais, tout à fait. Mais bon, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est à la fois, ça permet de réduire les déchets et en plus de créer du lien social et d'avoir un projet avec tout le village, etc. Et je crois que j'en ai pas vu à Taïwan. Non, pas encore. Bon, peut-être mais c'est un vrai jour. Que le plus important, c'est que chacun prenne la conscience qu'il faut réduire la production de déchets en fait, à partir de chacun en fait. Ça pourrait changer, améliorer la situation, il faut espérer. Ouais. Et moi, mon sujet, c'est quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler d'un certain Waki. C'est le nom de l'animateur de podcast. Il anime un podcast depuis 4 ans environ. Et lui, son podcast est spécialisé dans la lecture. Et je ne savais pas qu'on pouvait fonctionner ainsi. En fait, son podcast a déjà eu plus de 6000 recommandations. Et en 2024, il faisait partie des 10 premiers podcasts les plus populaires, les plus partagés et les plus suivis. À Taïwan, c'est ça ? À Taïwan. Voilà, c'est un podcast en chinois, bien sûr. Et du coup, je me suis intéressée à qui est ce Waki. Il s'avère que c'est un monsieur, assez quarantaine d'années, je pense, qui a d'abord fait des études technologiques, et il a commencé son travail chez TSMC en 2011. Et il a décidé de quitter ce travail 10 ans après, alors qu'il était déjà cadre. Et c'est en devenant cadre qu'il a commencé à se dire la lecture est importante. En fait, c'est déjà c'est son sujet de podcast. En fait, il a expliqué que pendant la jeunesse, il est très doué dans les études, mais il n'a jamais été très fasciné par la lecture, ce qui fait qu'à part les livres qui étaient les livres scolaires, il lisait jamais rien. Mais c'est en devenant des petits cadres chez TSMC, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de formation dans la gestion de l'équipe. Et du coup, il a essayé de se renseigner auprès des collègues et de ses supérieurs et personne n'a le temps de se préoccuper de lui. Du coup, il s'est dit, il faut que je me mette à lire. Du coup, il a commencé à lire de livres recommandés par TSMC en matière de gestion. Et il s'est dit qu'en fait, il y a plein de savoirs qui sont dans les livres et qui sont intéressants à partager avec des personnes qui n'ont pas le temps de lire ou qui ne trouvent pas plaisir de lire. Et du coup, il a commencé à avoir cette idée dans la tête, mais bien sûr, il gagnait plus de 3 millions de dollars taïwanais par an. On peut imaginer que c'est difficile de quitter ce travail d'un seul coup comme ça. Et son père lui dit d'ailleurs, de toute façon, il n'y a personne qui lit
à notre époque, ça sert à rien de te lancer dans cette orientation. Bon, en même temps, avec un salaire comme ça, il avait quand même quelques économies, je pense. Tout à fait. Et du coup, ce qui lui a fait vraiment changer la vie, c'est, on se souvient peut-être au début des années 2020, un tragique accident de train Puuyoma qui s'est renversé alors qu'il devait être dans le train avec sa copine. Mais il était retardé par son travail, ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre ce train-là. Et là, il s'est retrouvé vivant, en fait, avec sa copine. Et du coup, il s'est dit, la vie est courte, tout peut arriver. Du coup, autant de se lancer dans ce qu'il a envie de faire. Du coup, avant de faire du podcast, il avait d'abord créé un podcast qui s'appelle Avant-Poste de la lecture, qui fonctionne toujours. Et à partir de ce podcast, de ce blog, en fait, qui a énormément bien fonctionné, il s'est dit, pourquoi ne pas lancer dans l'émission podcast ? Et du coup, ça fait 4 ans qu'il continue et il partage 2 livres par semaine. Donc, c'est une sorte de résumé, c'est ça ? C'est une sorte de résumé. Donc, chaque émission d'une dizaine de minutes environ, il présente le livre, le résumé et aussi les leçons qu'il en tire. Et ce que j'avais essayé d'écouter, en fait, parce qu'il a comme il avait travaillé dans TSMC, il a récemment partagé son point de vue sur le méga autobiographie de Maurice Zhang, le fondateur de TSMC, qui est très grande, comme un dictionnaire, c'est ça ? Oui, et du coup, il a partagé son point de vue sur ça, sur la gestion et sur ce qu'il a retenu de cette autobiographie en disant que il a compris pourquoi Maurice Zhang avait fait certaines décisions pour diriger TSMC et il a vu surtout comment Maurice Zhang n'abandonnait jamais dans des moments cruciaux de difficulté parce que TSMC était menacé d'être vendu en fait à d'autres grands groupes à plusieurs reprises, que Maurice Zhang a toujours trouvé des solutions pour négocier avec les acheteurs pour trouver une issue pour TSMC en fait. Et pour revenir au podcast, est-ce que c'est principalement des livres sur la gestion, sur les entreprises ? C'est ça en fait. Du coup, je me suis intéressée à ce sujet et je me suis rendu compte effectivement, il y a très peu de partage littéraire, d'œuvres littéraires. C'est essentiellement, je crois que vous appelez ça, on appelle ça le développement personnel, des livres de développement personnel et beaucoup de livres sur la gestion. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Des lectures considérées comme utiles, on va dire. Voilà, et je pense que c'est là il a trouvé son créneau en fait, parce que du coup, à travers son podcast, on voit qu'il a des sponsors. Et il participe à différents types d'activités avec les maisons d'édition. C'est ce qui lui permet de bien vivre. Du coup, c'est pas lui tout seul qui gère un podcast, c'est toute une entreprise qui gère ce podcast. Et du coup, il a dit, son mode de vie maintenant, ça lui permet de vivre comme il le souhaite. C'est-à-dire le matin, il se réserve à écrire des comptes rendus des livres. Et dans l'après-midi, il rentre dans son entreprise pour discuter des tâches administratives. Et le soir, il fait la lecture et la danse et tout ce qui lui fait plaisir, en fait. Donc, il a opté pour un mode de vie pour moins de revenus, mais c'est quelqu'un qui a osé, quoi. Mais il faut espérer qu'un jour, il y a un petit peu une personne qui fasse ça pour les livres littéraires ou de sciences humaines et sociales. Ce serait génial. Tout à fait, parce que dans les grandes catégories qu'il présente, des livres, c'est pas encore ça, quoi. Peut-être un jour ça arrive, mais je suis pas sûre que pour les œuvres littéraires, on a vraiment envie d'écouter d'abord le partage de quelqu'un avant de le découvrir. On n'est pas obligé de dévoiler toute l'intrigue ou quoi, mais souvent quand même on achète des livres parce que quelqu'un nous a conseillé ou qu'on trouve le sujet intéressant. Oui. Voilà, merci à toutes les deux pour ce partage. Et puis, on arrive déjà à la fin de cette émission, à la fin de On en parle à Taïwan. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Meg Wang, Lisa Dufaux et Sasa. À bientôt. À bientôt et bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de On en parle à Taïwan.